dire, cette séance, mais bon, elle a eu un petit retard, elle est en route, c'est bon, c'est pas plus mal. Ok, donc tout d'abord, bienvenue à vous tous parmi nous. Donc aujourd'hui, on est réunis dans le cadre d'un des axes stratégiques d'ICF, et qui est celui de la professionnalisation du coaching. Et nous avons le privilège d'avoir avec nous comme invité deux sommités du coaching marocain. Voilà. Monsieur Mohsin Ayouch et Monsieur Mohamed Rachid Belhaj, que je remercie vivement au nom du bureau et que je vous demande d'applaudir. Merci. Donc, sans plus tarder, vu le temps, donc je passe la parole à Sim Mustafa, notre modérateur de cette soirée. Sim Mustafa est président de la commission professionnalisation. Merci à Sim Mustafa. Merci Sarah. Je vais juste renouveler les remerciements. C'est Mohsin qui a eu l'idée de la conversation de coach, c'est son idée. Et c'est Mohamed Rachid El-Haj qui a accepté d'être la première invitée. Bon, malgré son côté rebelle, il a accepté. Ou peut-être grâce à son côté rebelle, effectivement. Donc, merci beaucoup. Merci à toute l'assistance qui est là. Merci d'être là et à l'heure. Et à ICF, on va s'habituer à démarrer à l'heure et à finir à l'heure. 18h45, 20h30. Voilà le processus. Ce processus va démarrer par un petit mot, un grand mot de Tijania pour nous présenter moi ici. Je reviendrai, moi, pour vous dire comment moi j'ai plus ou moins eu des feelings très très magnifiques avec ce Mohamed Rachid, et depuis longtemps, et je ne le savais pas. Donc je vais vous dire un peu mon actualité. Quand j'ai relu sa bio, waouh, fabuleuse. Et donc je vais vous dire ce que j'en pense tout à l'heure. Bien sûr, Mohsin prendra toute la conversation pendant 40-45 minutes avec Mohamed Rachid, et la parole sera remise à vous vers une demi-heure après. Nous attendions à ce que Manal soit parmi nous pour dire un mot de la part de la présidente d'ICF Maroc. Il y a Mélina qui préside la commission scientifique, qui est alertée pour aussi réagir un peu en quoi ça lui parle. Elle va arriver tout à l'heure. Et bien sûr Nathalie, la chronique des événements, des prochains événements de ICF Maroc. Merci beaucoup. La parole à Tijani. Tijani, vous la connaissez? Ah oui. Non. Vice-présidente. Merci Mustafa, et à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à ces coaching talks, premier coaching talks. Alors, j'ai le privilège de présenter notre ami Mohsin, qu'on ne présente plus, mais en tout cas, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Alors, Mohsin est diplômé en sciences politiques et relations internationales et d'un cycle supérieur de gestion. Mohsin Ayouch a mené une carrière de manager d'entreprise dans l'industrie et le commerce international et de grandes associations patronales pendant 24 ans. C'est génial. Co-fondateur et dirigeant de BMH Coach depuis 2007, il fonde en 2009 la Haute Académie marocaine de coaching, la AMAC, et en 2013 la Haute Académie marocaine de l'analyse transactionnelle, AMAT. Il est coach certifié PCC, il forme et supervise des coachs en exercice, il accompagne les dirigeants et leurs équipes pour leur permettre de mettre du sens dans ce qu'ils entreprennent. C'est un manager d'expérience, écrivain, conférencier, conteur, chroniqueur, novelliste, féru de pêche, de poésie et de spiritualité. Il conjugue les approches et crée des liens qui permettent de s'ouvrir de nouveaux horizons. Il est l'auteur de Soufisme et Coaching, vous avez peut-être, en tout cas c'est un très très beau livre, qu'il a coécrit avec Patricia Lambert en 2017. Il a dirigé l'ouvrage collectif Parole de coach du Maroc 2016
et écrit des livres et poèmes pour ses petits-enfants. Merci Tijani. Je reviens pour dire quelques mots sur notre cher ami Mohamed Rachid. Merci de m'appeler Mahmoud Rachid. Il n'y avait que ma mère qui m'appelait Mahmoud Rachid. Même mon père. Merci. Je ne vais pas m'étaler parce que le parcours du coach sera repris au moment de la conversation. Tout ce que je vais vous dire, c'est dirigeant d'entreprise, coach professionnel, formateur, consultant ressources humaines, très attaché à la philosophie, à l'écriture, à la poésie. Mais ce que j'ai découvert hier à 4 h du matin, Alors, on t'a dû chercher toute la nuit. Il a eu un cauchemar. c'est que Mohamed Rachid est passé par l'administration, Détaché de privé. qui était à la Cosumar, et m'a cité tout à l'heure des noms de Cosumar qui m'ont presque fait pleurer. Blaise, bon. Bouéda, تعرفوا بويدا مش كيعرف بويدا هيك كوتش هذا finance Cosumar, Lona, etc. Et le plus intéressant pour moi hier soir, c'était de découvrir que Mohamed Rachid est passé par de la Cosumar vers le ministère de l'Emploi. Et qui c'est qui gérait le ministère de l'Emploi comme directeur de cabinet? C'est mon meilleur ministre de ma carrière de 40 ans avec l'État, qui est Moulezine Zaidi. Alors, bien sûr, ISCAE, c'est le supérieur de gestion d'ISCAE, on se croise presque tous les trois. 2 années chacun de formation de base de coaching, on se croise tous les trois. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Oui. Les cheveux blancs, tous les trois. Grands-parents, tous les trois. Voilà. Et présent tous les deux. Ouais. Oui, c'est aujourd'hui. Il est présent aujourd'hui. Voilà. Merci. Franchement, c'est... Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, je vais laisser le soin à Mohsin de discuter, de converser avec Mohamed Rachid et nous allons le redécouvrir encore davantage. Auteur du dictionnaire aussi. Dictionnaire de coach, oui, c'est ça. Et On en parlera. ça fait partie du travail de Mohsin. Merci beaucoup. Bravo. مساء الخير. مرحبا بك سي رشيد. ماشي جرب. Et tout d'abord, أسباب النزول de cette activité. J'ai toujours participé aux activités de ICF Maroc, de Maroc Coaching et tout ça. Et puis honnêtement, à un certain moment, ça s'est un peu tassé. Et puis il y a eu ce renouveau. Il y a eu cette fameuse assemblée générale. Il y a eu cette nouvelle dynamique. Et je me suis dit, ben, avec quoi je peux contribuer? Et m'est venue cette idée de conversation de coach. Ce n'est pas un entretien, ce n'est pas une interview, c'est une conversation. C'est-à-dire, c'est que toi et moi, nous allons verser dans un pot commun des informations, des idées, des réflexions, des impressions, des poèmes peut-être, des tranches de vie. Et puis après, nous vous inviterons également à converser avec nous. Imaginons un pot commun de la communauté ICF où chacun yudli bidalwih, c'est le cas, à verser quelque chose. Et la première chose que nous avons, que je t'invite à verser dans ce pot commun, c'est toi, petit enfant. Oui, continue. C'est vrai que tu as vu un peu mon CV, c'est pour cela que tu as posé la question, et tu sais ce qu'il y a derrière. Ouais. Moi, Je sais peut-être ce qu'il y a derrière, mais je ne sais pas ce qu'il y a devant. Bah oui, on verra, pourvu qu'il n'y ait pas Bien. le non souhaitable. Non, la caractéristique principale, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les frontières et les limites dans ma vie au départ. Quand je dis frontières, c'est au vrai sens du terme.
même dans l'autre sens, la frontière, les limites également. Et c'est une tradition pratiquement familiale. Mon père avait 3 ans, était en prison, 3 ans. Et mon oncle, le plus vieux, il avait 4 ans. Bon. Donc ils ont fait la guerre à 13 ans, 14 ans, la guerre d'Espagne. Donc j'ai vécu dans cette ambiance-là. Et je suis né en tant qu'Espagnol, pas en tant que Marocain. Je connaissais que le rifin. J'ai appris le rifin en Espagne. Donc je suis un rifano-espagnol ou un hispano-rifin. Je ne connaissais rien à l'arabe, j'ai appris tout ça bien après. Et on a vécu en Espagne un peu partout, et puis on a atterri à Melilla. Donc frontière entre le Maroc et l'Espagne, frontière entre rifins et espagnols, dans un lieu où il y avait des juifs, des témoins de Jéhovah, des hindous, etc. Ma vie s'est passée là. Mon enfance, Chafek, je t'aime. Je t'entends. Depuis ton enfance. Lui, depuis mon enfance. Et c'est dans ce maelstrom, dans cette sauce que j'ai grandi. Il a eu une déclaration. Immédiatement après, à un certain âge, C'est le je pense 12 ans, pour des motifs particuliers, je me suis vu de l'autre côté de la frontière, donc de ce côté-ci du Maroc, où je devais apprendre un truc qui s'appelle l'arabe, et puis un machin qui s'appelle français. Et le français, je l'ai appris rapidement parce que quand j'étais en Espagne, que j'étudiais, j'ai fait du grec et du latin. Et ça m'a permis de... une autre caractéristique de l'enfance, Juan, je t'en avais parlé, qui est quelqu'un d'extraordinaire. J'avais connu une personne magnifique qui était exilée, qui était envoyée à Melilla, parce que c'était un préside, et qui était une lumière, un grand intellectuel, bossu, machin, qui vit dans la misère et qui travaille pour sa maman, qui était envoyé par Franco Ottoman, exilé, et puis il m'a coupé, mon père m'a laissé avec lui, Et depuis l'âge de 9-10 ans, il m'a commencé à m'initier à la littérature. Et au latin, il révisait avec moi. Et puis les classiques espagnols, Don Quijote, l'Odyssée, tous les classiques de la culture occidentale. Et à partir de 12 ans, 13 ans, un truc comme ça, je ne me rappelle pas exactement, il a commencé à m'enseigner la philosophie. Donc Socrate, la philosophie grecque. Pas l'espagnol, l'amour et tout le reste, mais c'est surtout la philosophie grecque. Et quand je suis allé au Maroc, donc j'étais un très mauvais élève en arabe, entre parenthèses. Et lui, il a continué à m'enseigner, à me suivre, à me donner des bouquins, à me poser des questions, etc. Ça a duré des années, jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis allé à l'université, un jour je suis revenu, et il avait disparu. Il est mort. Voilà. Apparemment, même moi, lui et sa mère, ils ont disparu. Pour moi, ça a été c'est les événements les plus importants de ma vie. Vous voyez, pourquoi j'ai dit les limites, et en même temps, ce qui est extraordinaire, et c'est ça peut-être qui va expliquer cela, c'est la transgression. La transgression, ça veut dire les fameux passeurs, non? Et la transgression, ça veut dire de se remettre en question, parce que j'ai vécu tellement de cultures et de mondes différents. Pour moi, c'était normal. C'est des années après que je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez particulier. Et je crois que c'est ça la caractéristique principale. Limite, frontière, transgression, voilà. Rupture. Rupture, ah oui, les ruptures, il y a eu plusieurs types de ruptures, etc. Et ça, pour moi, ça a été pire en bas. Il fallait aller chez les Arabes là-bas, à Rabat, la capitale, pour étudier. Ah bon? Entouré de rifin, heureusement, parce que je trouvais avec qui parlait un peu l'espagnol et le rifin. Et petit à petit, je me suis adapté. Mais quand on a découvert Cervantes, Homère, Socrate à 14 ans, Ouais. qu'est-ce que ça donne? Raconte-moi. Moi, je ne sais pas ce que c'est à 14 ans, Homère. Et encore moins Socrate. Non, pour moi, c'était des romans. C'était des vies, c'était des contes, parce que j'ai vécu, sans dire d'ailleurs, mon enfance, il y avait des vieilles personnes avec nous, donc la famille, les oncles, les grands-parents, etc., qui me racontaient
des contes. J'ai vécu dans un monde de contes et de mythes. Henri Fin. Alors, donc, ce qui fait que j'ai appris avec eux. Et quand on est arrivé donc au reste, Homère, dans l'Odyssée, que l'Iliade, que tout le reste, Cantar del Milfid, etc., tous les grands classiques, naturellement Cervantes, Quichotte, pour moi c'était des histoires. C'était des histoires dans une langue qui était assez dure. Heureusement que j'avais eu la base, et qu'il y avait quand même, comment ne pas le citer, oui, le passeur, qui m'expliquait que je lui posais des questions, etc. Il y avait une autre caractéristique, c'est qu'on se voyait pratiquement. On allait au cinéma au minimum une fois par semaine. Le cinéma qui était en face de son kiosque, parce qu'il vivait pratiquement dans un kiosque. On allait là-bas voir les films. Et quand on sortait, tu me fais un résumé. Mon Dieu, il fallait que je fasse un résumé. Mais c'était très agréable. Homère, l'Iliade, Oui. Calypso. Alors, oui, pour moi, l'Iliade, ce qui est extraordinaire, quand vous êtes là-dedans, vous ne comprenez pas. Pour vous, c'est normal, etc. Mais ça m'a permis de comprendre la culture grecque, gréco-romaine. Je ne connaissais pas du tout la culture arabe, ni l'arabe, ni Darija, ni rien du tout. J'ai commencé à apprendre la langue arabe avant Darija, pour vous donner une idée. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la culture occidentale à travers la philosophie grecque, la littérature grecque, la littérature Ovide, etc., donc romaine, et naturellement espagnole, ça va de soi, et la musique espagnole. Pour moi, le flamenco et el género chico, comme on dit, ça fait partie de ma vie. J'aime l'Espagne parce que ma première fiancée était là-bas, toute première. Ah ben oui, et c'est là la fameuse. Heureusement que ton épouse n'est pas là. Ah oui, Bon. non, ben j'ai tout fait pour qu'elle vienne pas. Non, elle le sait. De temps en temps, les gens le savent. Et la curiosité, je t'avais dit, Bedna, elle est, depuis des années, elle est moine dans un temple bouddhiste en Californie. Pour voir, c'est ordinaire. S'il n'y avait pas toutes ces ruptures, nous serions allés le chercher en Californie, vous comprenez? Voilà, alors, l'Iliade, Homère, Ulysse, l'île Persile, les contrifins. L'île Persile serait, selon certains mythes, Calypso. Oui, non, mais c'est difficile. C'est difficile. Parce que dès que la partie de la Méditerranée, vous savez comment ça s'appelle dès que la partie de la Méditerranée? Melilla, Tanja, Espagne, jusqu'à Malaga, vers l'ouest. Voilà, ça s'appelle El Mar de Alborán. C'est Alborán. C'est pas la Méditerranée, c'est la Méditerranée occidentale, mais elle s'appelle Alborán. C'est ça l'histoire, quasiment. Donc Hercule est allé là-bas pour rigoler un peu, etc. Et, pour nous éloigner des Européens. Ouais. Mais bon, comme tu le sais, c'est comme les colons d'Hercule, etc. C'est pas Hercule, etc. Le Persile, est-ce que dès que l'île, Leïla ou Lalla, il a dépendait pas. C'est pas très clair. Mais quel impact culturel? Quel lien y aurait-il ou pas entre tes contes rifins de jeunesse et le voyage d'Ulysse? Quel lien symbolique, indirect, invisible à la limite? Moi, en fait, sur le plan symbolique, c'est que au fur et à mesure que je comprenais, que je grandissais, etc., je devais sortir de mon cocon. Et j'ai découvert, alors la sortie, c'était pas découvrir la géographie, découvrir les gens, découvrir la politique. Comme tu le sais, hein, j'étais, bon, il n'y a rien à cacher, j'avais des amis avec le théâtre, enfin tout le Bataclan de l'époque. Ça m'a permis de connaître d'autres cultures, d'autres régions, d'autres langues. Et j'ai fait de longs voyages en stop, etc. Et puis chaque fois que je conduis, mon père me permettait d'aller ailleurs. Et puis il y a eu la dernière aventure, disons, de ma jeunesse, c'est l'aventure marocaine. C'est de découvrir ce côté-ci du Maroc du Nord.
Mais mon monde, durant des années, ça tournait autour du Rif et de l'Espagne, parce que toute ma famille a été bouleversée par cette histoire. Puis la guerre du Rif, jusqu'aux années 40, pour nous, c'est quelque chose qu'on a... Années 40, moi je suis né en 51, donc, mais quand même, on hérite, nous sommes le résultat de ceux qui nous ont précédés. Et c'est là-dessus qu'arrive Omar Khayyam. Oui, les Wayat. La première fois que j'ai lu le Omar Khayyam, c'était pour moi quelque chose de bouleversant. C'était la toute première traduction, c'était la traduction espagnole à partir de la toute première traduction au 19e siècle, qu'Adad Serta Fitzgerald, un anglais, qui avait traduit les Rubaiyat en anglais. Des années après, c'est 50 ans après, donc au début du XXe siècle, il y a eu une traduction que j'ai lue. Et à partir de là, j'ai lu plusieurs traductions, en arabe, en espagnol, et même en français et en espagnol, je les ai lues. J'ai lu différentes traductions. Vous savez, quand on traduit jamais la même chose de la même façon, hein, bon, il y a un contenu. Et n'oubliez pas qu'il y a un mot que chaque fois j'utilise dans mes travaux, c'est que la polysémie, les mots sont polysémiques. Le mot n'a jamais le même sens, dans le temps et dans l'espace. Il faut faire attention à ça. Donc effectivement, quand on fait une traduction, traduttore, bon, hein, donc un traducteur est toujours quelqu'un qui trahit le texte, il est obligé, il n'a pas le choix. Et voilà, donc le Omar Khayyam, oui, ce qui m'a plu chez lui, c'était son côté, le terme que tu as utilisé, iconoclaste. Qui peut le deviner. Bon. La messe est dite. La messe est dite. Alors, de la messe voilà. à la marocanisation, si j'ose dire, Ah oui, quelle partie? le petit garçon est devenu Oui. adulte et il est, j'imagine, entré dans la vie active. Oui, je suis entré dans la vie active. Gâché de la vie active. Oui, j'avais à l'époque, je crois, presque 24 ans, disons, putain. Donc, après un passage au ministère de l'Information, où j'ai eu quelques altercations là-bas. Voyons. Sinon, je ne serais pas vif. Immédiatement après, j'ai fait le concours, je suis entré dans le monde. Jouaré, comme vous connaissez, etc. Bon, c'est à ce moment-là. Il était même bon patron à l'époque. Et j'ai appris la banque. Ça a duré 2 ans. Puis je suis parti à la Caisse marocaine des marchés, encore du côté financier, etc. Et bon, voilà, c'était une nouvelle aventure. C'était de nouvelles aventures, la responsabilité, j'ai connu ma femme, la première, moi je change tous les 5 ans. Ne faites pas le compte, s'il vous plaît. Nous savons qu'il est né en 1951. Ah non. Donc, je me suis marié, quelques temps après, j'ai eu un fils. Mais à partir de là, bon, je commençais à être officiellement sérieux. Non, c'était sérieux. Officiellement. Et officieusement. Mais officieusement. Bah, dès qu'il a fait dire Espagne, Maroc, d'accord. Bon, pas la peine d'en parler. Quoi qu'il y a prescription. Oui, je crois que légalement, il y a prescription. Ah non, on peut le dire, il n'y a rien à cacher. À la fin des années 70, début des années 80, il y avait pas mal de jeunes Marocains qui étaient poursuivis par la police, etc. Et ils n'avaient pas comment faire pour fuir. Même toi, tu as essayé de fuir à un moment. Je ne te connaissais pas à l'époque. Malheureusement. Donc, avec 2 autres amis, nous avons fait, disons, créer une route à partir de Nador jusqu'aux Pyrénées en Espagne. Et même s'il y avait la période pour faire fuir les jeunes. Ça a duré quelques années, voilà. Donc j'avais une vie officielle et j'avais une vie souterraine. Ma femme n'a jamais su ce que je faisais, mes parents non plus. Alors pour traverser la Méditerranée, c'était simple, étant donné que je suis rifin, je suis de Melilla, donc les contrebandiers, moi les hashish, moi les keda, je les connaissais. Chaque fois qu'on se réunissait, on avait toujours de l'hashish dans la poche pour qu'on nous prenne pour le hashish, mais pas pour la politique.
Simon, Donc, on là. traversait, j'avais des amis de gauche, donc ils les prenaient de l'autre côté. Ma copine, le Pays Basque, donc on recevait son frère et l'arrêt, ils traversaient les Pyrénées, et puis ils étaient reçus. Celle qui est moins bouddhiste maintenant. Moi, bouddhiste, Tout ça, on fait ce personnage. Voilà, donc c'est pour ça que je t'ai dit de quelle vie on parle. Là, c'était exactement. Oui. Officiellement sérieux. Officiellement toujours sérieux. Spinoza dans tout ça. Tu étais banquier. Ah oui, qu'est-ce que ça va avec ça? Mais banquier, écoute, il faut bien bouffer. Hein. Mon père était à Paris, et puis il faut bien travailler pour bouffer. Même je ne me suis jamais vendu. Quand ça ne me plaisait pas, je prenais ma valise et je partais. Hein. Mais oui, il fallait gagner de l'argent. Il fallait manger. Donc, j'ai travaillé. À l'époque, il n'y avait pas le chômage et les contraintes d'aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus simple de trouver. D'autant plus que j'avais plusieurs diplômes, plusieurs machins, plusieurs savoirs-là. Donc, ça me permettait, ça m'a facilité la tâche. Et voilà, c'était la banque. Avant d'aller à l'industrie, on ne reparlera parce que l'industrie, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Ça m'a permis de réellement réfléchir au Maroc, à l'économie, à la psychologie, à la sociologie industrielle, à l'anthropologie. Ça m'a bouleversé. Une nouvelle rupture? Une autre rupture, énorme. Une autre rupture, parce que quand j'ai commencé l'industrie, écoutez, c'est pratiquement presque 40 ans, je peux dire que pratiquement 33 ans, 35 ans d'industrie, j'ai tout fait dans l'industrie. J'étais directeur général, j'étais président machin, j'étais directeur de je ne sais pas quoi. Bon. Et j'ai créé même ma propre entreprise, donc une société de pêche hauturière que j'avais créée, où j'ai perdu pas mal de millions de dirhams. Et puis, que je n'avais pas droit à tout ça, il fallait le travailler, le gagner. Donc l'industrie, pour moi, ça a été quelque chose de bouleversant. Parce que moi aussi, j'étais français, j'étais directeur d'une industrie là-bas en France. C'est pas la même chose. Parce qu'ici, c'était quelque chose de mukhadram. Hein? Il y avait une industrie, une structure. C'est ça ce qui est important. Pourquoi ça m'a tellement travaillé. Vous voyez, il y a une structure étrangère qui vient, donc un qalb étranger, peut-être le contraire. Un moule. Un moule. Parce que non, parce que je suis en train de dire, il y avait qalb. Qu'est-ce qu'on vendait? Les mots sont polysémiques, on est bien d'accord? هذاك الشيء يقول القلب بالدارجه ويخرج ويخرج الخرايب يعور. Non, il y avait les structures, hein, les procédures, les structures, le chef, la hiérarchie, le commandement, etc., les définitions de fonctions, blablabla. Mais tout ça, c'est un habit avec lequel on habille un Marocain. Donc il y avait... Qui n'en fait pas un moins pour autant. Exactement. Ça fait toujours un Marocain. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'avais vu une caricature extraordinaire et qui m'a poursuivi toute ma vie avec l'image, je l'ai toujours raconté. Et il y avait un dessinateur, l'opinion, à la fin il y avait des vignettes. Et voilà, c'était à l'époque à la mode, c'était un retour à la mode, parce que les gens croient que la mode c'était une fois les mini-jupes, mais en fait les mini-jupes, il y a eu une autre mode à l'époque. Et il y avait une jeune fille avec des cheveux courts, avec des talons, etc., une mini-jupe. Et puis il y avait son ombre avec un cafeton. Oui. C'est ça l'entreprise et l'industrie. Moderne, c'est-à-dire, et elle est intéressée à autre chose. Voilà, ça m'a vraiment marqué, et c'est à partir de là, et d'ailleurs, quand j'ai commencé, c'est surtout à Cozumar qui était pour moi, je suis resté là-bas 14 ans, c'était peut-être professionnellement les 14 années les plus poignantes, les plus fortes de ma vie, où j'ai appris, je peux rester des années à parler de Cozumar. Et il m'a donné beaucoup des opportunités, ça m'a permis de créer des trucs, de fusionner, les réformes de la CNSS où j'étais fait la réforme, j'ai fait la CIMM, tout ça, j'ai vécu ce monde-là, la fusion, absorption de connaissances, c'est tout un monde. Et ce plan intellectuel, à l'époque, donc ça m'a permis, j'ai fait le fameux CSG, où j'ai connu Crozier, Derrida, avec lesquels j'ai eu d'ailleurs de longues discussions. On parlait de relativisme, d'universalisme, etc. Intellectuellement, c'était assez prenant.
Informe-moi, Crozier est venu enseigner à l'ISPE? Oui, non, on n'a pas enseigné. Il a fait des séminaires, il a fait des trucs, voilà, et des conférences, et là, j'ai eu de longues discussions avec lui, on a passé, le groupe, on est allé à Marrakech, on a passé pratiquement le week-end, On supprimera ça à l'édition. Je t'avais dit. Mais non, mais non. Je t'avais dit que je parlerais en toute liberté. Bien entendu, C'était la condition. L'enjeu. C'est l'enjeu et la condition. Mais c'était bien parce que la culture d'entreprise est apparue à cette époque-là avec Shane, Shane et la reine à partir des États-Unis. Et j'ai essayé de voir comment pouvoir m'inspirer de l'anthropologie déjà existante au Maghreb, telle que la société composite, Paul Pascan ou Djibril Koulas, c'était une époque. Et j'avais réuni un petit groupe d'amis, nous étions 5, 6 en fonction d'Elda, qui avait donc on restait 5. Et on travaillait sur, disons, l'anthropologie appliquée à l'entreprise, la sociologie industrielle, voilà, ce genre de choses. Et on essayait de vivre des cas pratiques. C'est quoi le cas pratique? Notre vie quotidienne, puisqu'on y était. On était dans un laboratoire. Donc on n'avait pas à aller chercher ailleurs. Et on a passé, tenez-vous bien, à analyser, à étudier, à faire des trucs comme ça, pratiquement 3-4 fois par semaine, autour d'une table, durant presque 10 ans. Il faut le faire. L'année, quand mon ami Luis Montran, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et puis d'autres. C'était très très riche, très très riche. On est allé très très loin, on a préparé, on a écrit pas mal. Et voilà. Le flambeau a été repris par la suite, l'université Hassan II. Il y avait un think tank, il y a une vingtaine d'années, c'était après de ce que nous faisions. Je parle oui, là, tout à l'heure, des années 80. Le think tank, les années 90 ou vers la fin, l'université Hassan II a créé, disons, un think tank, donc, où il y a des professeurs et des directeurs d'entreprise. Mohamed Chakib Ben Moussa, ses premières armes d'idées d'allaitement. Et que Chakib Ben Moussa, des années après, a été mon patron dans les brasseries. Et ils ont continué ce type de réflexion. Il y avait Mzouar, tiens. Mzouar, lui, c'est le premier. Il était dans ce genre de choses, ils l'ont raffolé. Et d'ailleurs, je me suis inspiré de lui, de pas mal de choses à l'époque. C'est un précurseur. Oui, un précurseur dans pas mal de choses. Et membre d'ICF Maroc. Ouais. C'est. Ou dans la communauté au moins, je ne suis pas dans vos listes. Mais lequel de nous? Oui. Abdelkbir. Albert a été un très 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 grand monsieur. D'ailleurs, on écoute comme Marrakech, Delibar, Crozier, il était là-dedans. D'où ses relations avec Crozier. Oui. Bien. Est-ce que ça a été direct ce passage par l'industrie, par le CSG? Est-ce qu'il y a un fil conducteur en cette expérience et ta venue vers le coaching? Ou alors il y a encore... Oui, non, mais on peut sauter parce que c'était pratiquement... C'était de l'inertie. Tu entres dans un cadre et puis tu te fais plus ou moins connaître et puis plus ou moins on t'appelle pour telle réforme, pour telle fusion, pour telle création d'entreprise, pour telle fermeture, pour telle négociation avec les syndicats. Et puis tu te laisses aller. C'est-à-dire, je prenais jamais l'initiative. Je dis que ça, c'était par la force de l'inertie. Jusqu'à ce que, en 2000, donc j'avais à l'époque 50 ans, une quinzaine d'années, Bouddha, qui était à l'époque des bracelets en 2000, en 99, il voulait que je sois dans le groupe, et puis il y a eu une séparation entre Coca-Cola et puis la partie brasserie. Il voulait que j'aille faire. Moi, je préfère la brasserie. J'adore la bière, donc moi, je suis mon cœur, je suis toujours un amoureux. Et aussi voilà.
Et il m'a demandé est-ce que je pouvais. Par la suite, il m'a dit Shakib, Moussa, mais qu'est-ce que je peux prendre la basket quand j'ai et de voir ce que la fermer éventuellement. J'ai dit c'est pas la peine de la fermer. On peut gagner de l'argent avec ça et travailler dessus. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Je suis venu à Tanger, je suis toujours à Tanger, même après ma retraite. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu des gens merveilleux comme Shafek là-bas, que j'adore. Et j'ai connu d'autres ruptures et d'autres aventures. Alors, dans ce cadre-là, précisément la transition, il est arrivé un moment où j'étais fait, ça atteint la base il fallait faire des trucs, j'ai bougé un peu, et où je me suis dit, à l'âge de, bon, j'avais 54, 55 ans, je me suis dit, bon, je peux que je prépare ma retraite. Pas pour faire quelque chose, je passe. On verra, peut-être qu'on fera autre. Et là, je me suis dit, tiens, et si je faisais le point sur ma carrière? Si je faisais le point. Et chemin faisant, si je faisais, à l'époque, c'est un mot, tu sais, j'arrive difficilement à le sortir. Et si je faisais, et d'ailleurs tu as vu, j'ai écrit le papier entre guillemets, si je faisais du développement personnel. Pourquoi les guillemets, s'il te plaît? Pourquoi les guillemets? Parce que, n'oublie pas, d'être dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit clair, hein. Oui. Par la polysémie, mais il y a le contexte et la contextualisation des choses, donc il ne faut pas... Parce que dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, de ce à quoi je crois, ce qu'on appelle le développement personnel, pour moi c'est de la connerie. Et je vais dire pourquoi, c'est pas comme ça. On croit, oui, effectivement, ah oui, j'ai appris, le changement, je ne sais pas quoi, etc. Et dans le cas du coaching, pour moi, je crois que c'est de l'abus. C'est de l'abus parce que ça n'a rien à voir, c'est de l'amalgame, ça nous crée des problèmes inimaginables, et on reparlera pourquoi, ça crée des problèmes inimaginables, et depuis quand et pourquoi. On reparlera tranquille. Merci beaucoup. Alors, quelle est la... J'entends bien, il faut que je réfléchisse à ma retraite, je suis à 54 ans, j'ai fait plein de belles choses, j'ai appris ceci et cela. Je suis un homme de rupture, je romps à chaque fois et ça reprend et ça repart dans une nouvelle direction avec de nouveaux apprentissages. J'ai même divorcé dans le passé, donc pas de problème. Oui. Non, ma femme actuelle, je d'être les mains. Des applaudissements pour cette dame, s'il vous plaît. Là, je suis vraiment amoureux. لا كاش افير ما كاينش انا عارف اذا التشكل انا عارف اذا التشكل ديالها. Quelle est la nécessité intérieure qui t'a ramené vers le coaching et pas vers autre chose pour cette préparation de carrière ou cette réflexion à la retraite? Ça avait la réflexion de faire des trucs par-ci par-là, et après ce plan intellectuel. J'ai fait déjà la terre il y a plus de 40 ans. Avec Dominique Chalmin. Des années après, je fais durant une longue période à Ottani, la PNL. J'ai fait la systémique, tant en tant que philosophe, en tant que philosophie, en tant que machin, etc. Et puis, j'ai fait la systémique et d'autres types de réflexions, tu comprendras pourquoi. Edgar Morin avec la complexité. Avec Edgar Morin, moi, je le suis, Edgar Morin, depuis une cinquantaine d'années. Donc, la pensée complexe et tout le Bataclan. Et je voulais, sur le plan intellectuel, faire quelque chose. Je me suis dit que si le coaching, en tant que réflexion libre, d'après tel qu'on me l'a vendu, tel que Younes Latif me l'a vendu aussi, parce que j'ai collaboré entre-temps durant pratiquement 5 ans, pas avec Latif, c'était Latif a travaillé durant pratiquement 5 ans avec les brasseries. Donc je faisais partie des dirigeants qu'il avait en face, et aller de l'autre côté. Et puis des années après, j'ai collaboré avec lui, et même concernant les brasseries, mais de l'autre côté. Donc j'ai pu jouer sur les deux. Ça date, vous ne savez pas. C'était pour moi vraiment pour faire le point. Quelquefois, je ne sais pas si vous arrive, vous voulez faire le point. Vous êtes déprimé, on a marre, vous voulez réfléchir à je ne sais pas quoi, et vous prenez un roman. Peut-être un roman d'amour. Pourquoi pas? Et vous le lisez. Et puis ça vous interpelle. Et ça vous donne des réflexions.
Le marginal, séquent. c'est-à-dire, Introduis-nous le concept, s'il te plaît. Puisque tu as vu Oui. Crozier, tu as travaillé avec lui, le marginal séquent. bon, j'ai pas touché le. Peut-être que parce que tu as vu dans quel cas on était. Je viens de perdre un ami très très cher. Et puis il y a 4 semaines, un autre ami, etc. Donc ce qui fait que j'étais un peu perturbé. Et la tête ne fonctionnait pas très bien. Alors, si tu permets, je Et te donc, donne un exemple. Ouais. Non, je De ce peux que- parler de marché. Non, pour que tu théorises. Oui. Je te donne un exemple que je prends pour un marginal séquent. Hein? Et si ça te va, tu conceptualises à partir de l'exemple. Ça te va? Oui, pas de problème. J'espère qu'un bon nombre d'entre nous ont vu Le Parrain. Le personnage de Michael Corleone. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vos histoires de famille italienne et tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis américain. Je vais faire le service militaire, m'engager dans les Marines et épouser une américaine. Branle pas dans le combat de la famille. C'est comme ça qu'ils ont raisonné. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est ce marginal séquent qui sauve la mise à la famille et qui a un projet de sortir la famille des activités illégales et de l'installer dans la finance internationale avec comme partenaire pas moins que la Banque du Vatican. Le marginal séquent, c'est celui qui ne quitte pas le système tout en le quittant, qui a à la fois un pied dans le système et un pied en dehors. Et dans l'évolution des structures des entreprises, c'est celui-là qui peut, au sens positif du terme, rafler la mise, qui peut diriger, voire transformer le système. Voilà ma perception filmique En effet. du marginal séquent. Comment tu vois ça d'un point de vue conceptuel, théorique? Toujours conceptuel, tu te rappelles quand on avait parlé, là, j'avais parlé de l'allégorie, pas le mythe, l'allégorie de la caverne. Parce que les gens confondent quelquefois. Alors, l'allégorie de la caverne de Platon, la République, si vous voulez, vous l'avez trouvé, la République, le chapitre, le titre 7, vous allez le trouver. C'est magnifiquement bien expliqué. Waouh! Il est là, puis il est là-bas, et puis quand il revient, il voit la chose autrement. Donc voilà un peu le changement. Et c'est le type de changement 1, 2, avec Václavic et tout le Bataclan. Il y a l'école Palo Alto, qui est différente de ce qu'on croit au niveau de la Belgique. Et puis, ça m'a rappelé, l'autre jour on n'en a pas parlé, ça m'a rappelé également le passeur, parce que c'est aussi un passeur. Il y a d'autres qui parlent du passeur séquent, Oui, du passeur, d'accord. d'autres auteurs. Le voyage du héros, Pierre Campbell. Le voyage du héros, où on te dit que toutes les narrations, de quelque nature que ce soit, elles suivent une logique d'évolution. Le voyage du héros, Dils Mbad, il en a fait une harira dans le cadre de la PNL. Personnellement, que je trouvais, il a dénaturé la chose. Il fallait revenir aux sources. C'est pour ça que quand on se perd, donc il faut toujours revenir vers la source. Donc le voyage du héros, c'est aussi la même chose. Il est là, il y a un appel, il l'accepte, il y a des défis, il y a une aide, et puis à un moment donné, il y a des prises de conscience, il arrive à vaincre l'adversité, et puis il revient, l'allégorie de la caverne, c'est exactement, et il revient aux origines, et là, il peut ou non être accepté, etc., mais il voit le monde autrement. Donc c'est ça le marginal. Marginal parce qu'il y a le terme quoi, il y a le terme marge, frontière, limite. Vous voyez un peu les choses. Et effectivement, il faut sortir du cadre, pas de zone de confort, zone de confort, non, c'est-à-dire de se mettre dans une position, comme on dit, bon, je ne sais pas s'il y a un autre terme, mais dans une position méta, pour voir les choses autrement. Et d'accepter à faire, comme dit notre ami Gaston Bachelard, c'est-à-dire de penser contre soi, c'est-à-dire de penser contre son propre cerveau.
c'est un exercice très difficile et peut-être que tout à l'heure, quand on parlera, on entrera un peu dans les critiques du coaching et quelles sont les alternatives et quelles sont les déviations qu'il y a eu. Peut-être qu'on touchera un mot là-dessus, mais Merci. tout ça, carnet. Merci, tu tends la perche. En quoi ton arrivée dans le monde du coaching, no comment s'il vous plaît, en quoi ton arrivée dans le monde du coaching a-t-elle constitué une rupture du marginal séquent que tu es? Alors, je vais te dire un truc qui va t'étonner. Un truc très simple. Je sais que j'ai eu un parcours assez particulier. Bon, j'en suis conscient. Le C'est le moi de le dire, moi. Le coaching, c'était l'histoire d'aider quelqu'un ولكن من الحيط للقم ليه. طبعا المثال هذا جو سافي الحيط للقم ليه جو سافي كيف سافي. Mais l'idée هذه qui est d'une simplicité comme banale. Pour moi, ça a été une révélation. J'y ai jamais pensé. À 50 et quelques années, à 55 ans, je peux jamais pensé à un truc aussi banal que ça. C'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et puis après, j'ai commencé à regarder ailleurs. Mais là-bas dans... وما الحب إلا يحب الأول يصنع صافي عاوتاني هذا ما حدش كمان غادي نسقط في مشكل. Oui, c'était ça. Et cette idée-là, je vous assure, il a, depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, donc ça fait, voilà, pratiquement 16-17 ans, un truc comme ça, pas elle me dérange. C'est à cause de cette idée-là que j'ai remis énormément de choses en question. Énormément. D'où les 3 phases dont je te parlais. Oui. Première chose remise en question, dis-moi. Bon, avant de remettre en question, il fallait vivre. J'ai suivi le courant, c'est-à-dire, j'avais à une époque, entre parenthèses, j'avais l'habitude de créer des petits dictionnaires pour moi, des définitions. Hein? Et chaque fois que je voyais d'autres définitions, je les prenais, et c'est comme ça, dès que la sensibilité de la polysémie des mots. Et après la formation, donc on va si un jour vous voyez ce bouquin-là se vendre, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. Mais lisez-le. Ne l'achetez pas, mais lisez-le d'abord. Même plus que ça. Là je suis pas d'accord avec lui, mais bon, je vous dirai pourquoi. Hein? On peut vous le rendre? Attention, s'il te plaît, Rachida. Compte remboursement. Au tarif actualisé. Si vous voulez avoir une idée du marginal séquent, vous allez le trouver flantré acteur et vous allez le trouver flantré zone d'incertitude. Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'idées, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais je jette le bébé sans le bain. On boira cette eau-là. Alors, pourquoi Hada? Je l'ai fait pour moi, c'était pour bien ancrer l'apprentissage. Après 2 années de Hada, ma convergence, et puis une année avec une école européenne, hispano-cada, etc. J'ai pas la chambre de commerce de Madrid, une année formation-action. Donc j'ai fait 3 ans de coaching sur le plan théorique, pratique et l'akhirah. J'avais déjà entamé Hada, mais pour moi, que j'ai montré à des amis, ils m'ont dit tiens, pour que... Petit exercice pour soi, ça fait 554 pages. À vos plumes, chers collègues. La mise à jour, la refonte d'ILO, jusqu'à ce matin, c'est 1206 pages. Alors vous imaginez. Commencez par 555 et Alors, donc, Hinaya, je vais vous demander quelque chose précisément concernant le dictionnaire de la carrière. L'idée, ça va vous plaire, je suis sûr. Si vous dites le contraire, vous allez m'énerver. Alors, j'ai commencé à faire ça, il fallait pratiquer. Alors, durant quelques années,
et entre autres bandits qui m'ont encouragé, c'est le bandit là-bas. Ça te dit de rester un tout petit peu là-dessus avant de... Oui, vas-y, pose-moi les Je questions que t'invite- tu veux. Non, je t'invite à un petit jeu. Oui, même trois. J'ouvre au hasard. Ah oui, les sables qu'elle a hafdo. Non, Allez. j'ai pas demandé de réciter, voyons. Non. J'ouvre au hasard, Hein? je pique un mot Oui, et tu réagis tel que tu le sens. Ça te va? vas-y, allez. Hop. Ah oui. Métaprogramme et neurosémantique. Page 293. Ouais. Alors, dans le cas de la PNL, il a les métamodèles et les métaprogrammes qui sont très intéressants. Vraiment intéressants, mais ça m'appelle autre chose que je préfère, qui sont beaucoup plus intéressants. Vas-y. Tout ce que nous faisons, quel que soit notre métier, mais surtout dans ce métier-là, il y a un mot, c'est la modélisation. Les gens en modélisation, dans la mode, faire la modélisation. Ah oui, je connais. Oui, j'ouvre le dictionnaire, je sais ce que c'est. La modélisation, c'est la façon que nous avons de voir le monde et de l'interpréter et le mettre dans un cadre. C'est ça la modélisation. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous interprétons, c'est toujours à travers des modèles qu'on s'est créés. Et ces modèles, nous sommes 14 000 milliards de Bachar, chacun son modèle. Et le modèle d'aujourd'hui varie va changer par rapport à celui de demain. Et la modélisation, la PNL, elle a eu, la PNL, ils ont eu le génie de faire ce qu'ils ont fait grâce aux modélisations et en s'inspirant des gens qui, soi-disant, ont eu du succès dans leur domaine. Et ça ne veut pas dire que j'aime la PNL. J'aime la PNL quand elle est seule, mais quand on coach avec la PNL, pour moi, le seul mot qui me vient en tête, c'est que c'est de la connerie. Aucun problème, je répondrai aux questions avec toutes les preuves que vous voulez. La main s'est dite. Un deuxième mot? Si tu veux, Au hasard. La grille des domaines de vie. Ouf. Page 149. Alors, les domaines de vie, c'est quelque chose qui est très pratiqué maintenant en Amérique latine. Ça se pratique dans le monde francophone. En Amérique latine, en Espagne et du Mexique jusqu'à l'Argentine, on travaille, c'est bon pour fixer des objectifs, ça facilite la vie. Ça facilite la vie. Et ça rend le coaching, surtout pour les gens, les débutants, ça rend le coaching un peu plus facile. Vous suivez une ligne, oui. Ouais. L'autoroute. Le problème, c'est qu'après le péage, que les gendarmes qui attendent. Et il faut faire ce qu'il faut faire. Le conseil pour moi, éloignez-vous également de ça. Parce que, on verra pourquoi, quand on verra quels sont les points sur lesquels il faut faire attention. Et donc ce petit travail pour toi, juste pour fixer les choses, C'était pour fixer est-ce qu'il y a de la pratique? Alors, naturellement, beaucoup de pratique en coaching individuel. Et le coaching live, c'est quelque chose que je zappais, pour une raison très simple. Est-ce que moi je suis un modèle qui a pour faire là, donc je ne le fais pas, ça fait. Là, voilà. Donc, professionnel, oui. J'étais dans l'industrie, à l'époque, attention. À l'époque, ah non, vous savez, j'ai 25 ans, j'ai fait du coaching et je peux qu'aider à moi. Je critiquais l'arrêt. Non, il faut avoir de la bouteille. Non, ça va dire que la bouteille. Je dirais même ton baril. Voilà, alors, tant l'un que l'autre, c'est des cons. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est encore beaucoup plus complexe que ça. Et on a eu beaucoup, grâce d'abord à Horizon, un Shafir, qui est un vieil ami de 20 ans, plus de 20 ans, aussi à
à Younes Latif, avec lequel j'ai eu pas mal d'aventures intellectuelles. Et puis bon, j'ai eu d'autres aventures un peu bizarres. De coacher des comités de direction au niveau de la direction financière de Heineken Monde à Amsterdam. En quelle langue? La Légion. La Légion. Ah, Livia. Même pas. Non, mais c'est curieux. C'est curieux. Tous les dirigeants, exactement, c'est en espagnol, tous les dirigeants financiers à l'époque de Heineken étaient des hispanisants, naturellement, des hispaniques de l'Amérique latine. Mouchim espagnol. C'est un truc bizarre. Avec des relations, on m'a appelé, j'ai passé quelques temps avec eux. Et c'était quel type de coaching? À l'époque, avec lequel je ne suis pas très d'accord d'abord, naturellement, c'était du coaching interculturel, individuel et en équipe. Et parce que quand il y a une direction et puis il y a des pays différents, et où il y a des financiers, des comptables, et puis la direction le centre, il y a toujours des conflits. Donc il fallait travailler ce genre de choses. Alors, عاوتاني تقول لي شوف هذيك la dernière page. Ah oui, comment ça? Non. 250 dirhams. Ce sont des invendables. C'est le machin là. Il y a eu des problèmes techniques. Et c'était pour la curiosité. Et en 2016, il n'y en avait plus. L'année dernière, elle les avoir encore conservés il y a quelques années. Sa bibliothèque, c'était Chafer. Et voilà. Et avec Chafer, j'ai eu peut-être l'une des expériences les plus folles. Quand je dis folle, c'est folle. C'était vraiment l'usine. On a fait de gros trucs. On a touché combien de personnes? Rêve Renault, le début de Renault, de la compagnie Renault à l'époque. Des centaines, des 760. Voilà. Wow. Il fallait le faire. Hein. Il y avait pas mal de coaching individuel, de coaching d'équipe, de toutes sortes. On a créé un melting pot, un coaching intégratif qui me smito, comme on pourrait appeler le mainstream, mais bon, un truc particulier. On a créé tout. On a tout créé. Et on était 3 fous. On était le chef des fous. Et Omar et puis moi-même, on a passé des moments, c'était exactement, et j'ai pris des milliers de notes. C'est ces notes qui par la suite m'ont permis encore de réfléchir à tout ça. Fin de l'exaltation, fin de l'activité, moi je réfléchissais. Et avec en agissant, je me suis rendu compte qu'il y avait des contradictions. Des non-alignements. Toujours en contact, les lectures, mais le contact avec l'Amérique latine, avec l'Espagne, avec la France, de voir qu'est-ce qu'on fait, les contacts avec les Marocains, qu'est-ce que vous faites, etc. Je comparais, je réfléchissais. Et parmi les trucs que ces dernières années, pour moi c'est aussi un laboratoire, il y a les gens qui sont là. D'ailleurs, quand je sortirai d'ici, je vais sortir aussi du groupe. Pour moi, c'est un laboratoire, c'est fini l'histoire. Non, mais je vous dis ce que je pense. Mon contrat pour venir ici, moi, j'ai jamais accepté l'invitation de qui que ce soit. C'est la première fois que je fais ça et c'est la dernière. J'ai dit à une condition, que je dise exactement ce que je pense. Prenez conscience que vous assistez à la voix. Première et dernière. On est en pleine physique quantique, on est bien d'accord. C'est comme une demande, puisque c'est la dernière. C'est possible de changer la position de la chaise juste là en face de la caméra, comme ça on peut bien voir son visage. C'est lui qui bouge ou c'est moi? C'est lui. Il doit venir à côté de toi. Si ça ne me dérange pas. Et je garde le même speech. Question de coach. Est-ce que ça te dérange, cher ami? Ah non, moi rien ne me dérange. Et même si ça te dérange, viens ici. Merci beaucoup. Je voulais le demander tout à l'heure, mais je ne vais pas vous interrompre. Il faut le dire. Hein. Alors, mais puisque vous avez dit que c'est la dernière fois, donc autant le demander. Alors, quelle a été ta condition? Quelle a été ta condition pour venir? Nous en étions là. Alors, ma condition pour venir, effectivement, c'est ça.
Ma condition pour venir, c'était de dire exactement ce que je pense. Et pendant que j'exerçais, que je faisais la relais, Si tu permets, je suis remis en question. Oui. ça n'a posé aucun problème parce que c'était mon intention de départ. Il n'était pas question que j'invite quelqu'un pour lui dire tu dis ceci et pas cela. C'était la condition, on en a parlé. قلت له الناس كي دايرين واش نطلع نهبط كذا نسد فمي قال لي قلت له mais une condition quel que soit X les gens qui sont là-bas moi je dis ce que je pense ce que je sens et je dis pourquoi et que les gens peuvent poser des questions pourquoi est-ce que كذا c'est tout on parle chacun après personnellement je m'en fous mais je veux dire c'est comme ça non soyons clairs et où est-ce que j'étais dans les conneries Alors, j'allais t'interpeller sur Contradiction après. à partir de contradictions. oui. En quoi ces contradictions observées ont-elles amené une nouvelle rupture? Alors, parmi les observations, très rapidement, je me suis rendu compte, premièrement, ne me dis pas comme la non-directivité. Avec c'est mon fil conducteur, moi, si je n'en parle pas, quelque part, elle est là. Il ne faut pas l'oublier. La première des choses, c'est qu'il n'y avait pas de définition de coaching. Ah mais oui, les chefs, façon les narres, malades délivrés, et là, oui, mais il n'y a pas de définition. Quand tout le monde a sa propre définition, c'est qu'il n'y a pas de définition. C'est simple. Jusqu'à maintenant, l'ICF et les autres associations, on a travaillé sur les deux autres associations de l'ICF, il n'y a pas de définition de coaching. Parce qu'une définition a besoin d'une définition elle-même. C'est quoi une définition? C'est quelque chose de distinctif. Si on n'a pas, c'est ce que donc, déjà la première observation, quand on a les promotions, etc., bon, le coaching c'est ça, etc., on envoyait, mais moi j'étais pas satisfait. Deuxième observation, et ça m'a rendu malade. Et j'ai cru, j'avais découvert le truc, je croyais que j'étais le seul au monde. C'est comme quand je me suis rendu compte que j'étais athée, je croyais que j'étais le seul athée. Voilà, ah oui, j'ai découvert que quelqu'un était comme moi. Et le deuxième cas, c'est qu'il n'y avait pas d'histoire du coaching. Pourquoi l'importance de l'histoire? Et quelqu'un, non, avec un Socrate. Ah, la maïotique, oui. C'est quoi la maïotique? Quel était le métier de la maman? Quel numéro? Ma mère était sage-femme. Sage-femme, les années 40, elle a fait ses études. Et elle est née dans les années 20, fin des années 20, et elle avait, tenez-vous bien, un niveau universitaire. C'était la seule rifaine à avoir un truc, les années 40, 50, et je crois jusqu'au début des années 60. Bon, j'ai discuté énormément avec elle. C'était un numéro. Et elle m'a toujours encouragé à... Au bon résultat, mon ami. Et donc, quoi commun avec Socrate? Oui, c'est impossible. C'est pour cela que vous n'avez pas... Alors, donc l'histoire, une absence d'histoire. Parce que quand il y a une histoire, on dit c'était Kada, et Kada, Socrate il a fait, il n'a pas fait, il devait faire, etc. Et puis après, voilà, Aristote, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Mais oui, la praxéologie, c'est une méthodologie dans une théorie de l'action. Et puis... Désolé, et puis il y a toute l'histoire de la pensée. Moi, je me suis intéressé énormément à l'histoire des idées, à la théorie de la connaissance, à l'épistémologie, parce que la théorie de la connaissance, il y a les pays, c'est la même chose, c'est pas la même chose que l'épistémologie, on s'en fout. Il y a donc l'histoire, il y a l'épistémologie, c'est-à-dire la création du savoir et des connaissances, de comment on le fait, comment on peut considérer tel savoir ou pas savoir, est-ce que c'est une croyance ou l'elle-même, etc. Donc le mécanisme cognitif qui fait que c'est comme ça ou comme ci, bon. Donc il fallait nécessairement une histoire. On a blablaté, d'ailleurs je te fais un petit exercice de rien du tout. Le mot coaching ou le dictionnaire de coaching, tel que nous le comprenons. Le mot coaching c'était au 19e siècle. Non, ça n'a rien à voir. Mais... Qui peut dater
La première apparition du mot coaching. Coaching dans le Selon sens. connaissance, dans le sens coaching. ماشي coach ديال الكرة. Non, dans le sens des aiguilles du montre. Allez, l'ancienne Dans date. notre culture à nous Dans tous. les années 50. 20, 50. هو كتلقي. Il a répondu et il avait raison officiellement. Tu m'avais dit 85. Non, Le fameux Timothy Galway. non, bien avant, non, c'est... Pas depuis Socrate? Non, Socrate, jamais. Hadek, on peut l'appeler la période, si vous voulez que je vous parle de Socrate, et pourquoi elle arrête, parce que, bon, c'est toute une histoire, mais je vous parlerai de Socrate, les Nebzed se basent sur ça, mais c'est pas exactement ce que je crois. La période socratique, en fait, il faut parler de Socrate platonicien, parce que c'est très difficile de faire le... C'était ce qu'on pourrait l'appeler un proto-coaching. Le proto-coaching, ça veut dire un peu à l'aqd al-hal, c'est comme si on faisait un petit schéma avant de passer d'Ikshi au propre. Donc c'était du proto-coaching, mais où est-ce que je me suis arrêté là Ça quelque remonte part? à quelle année? Oui, ah oui. Alors le coaching, en fait, au بالكلمة ديالو, la méthodologie ديالو, la non-directivité ديالو, c'est-à-dire tel qu'il devait être aujourd'hui. Ça a commencé en 1928. Et vous connaissez tous dans quelles circonstances et personne n'en parle. Elton Mayo de l'école des ressources humaines a été connu pour un travail avec des ouvrières, etc., électriques, je ne sais pas quoi. Bon, ah oui, et dans quel cadre? Dans le cadre d'ILH, dans le cadre de la motivation, les conditions, la reconnaissance. Et puis voilà, j'ai étudié aujourd'hui le CADA et on ferme le cahier. C'est là où ça commence. Comment ils ont fait ça? Matériellement, sur le plan organisationnel, qui étaient les personnes qui ont fait ça? Est-ce qu'ils ont mené des enquêtes? Avec qui on parlait? Moi, j'ai lu tout ça et c'était totalement caché. Et c'est grâce à des gens, des amis, avec lesquels je suis en échange, etc. On dit que les amis Aoutani, il y avait un ami Aoutani les États-Unis qui est tient l'original du truc. Et lui-même, il l'avait découvert. Tout ça, ça a été découvert les 3 dernières années. C'était en 1928, sous la houlette d'Elton Mayo, qui faisait donc l'enquête. Il dit que l'enquête a été transcrite et de 28 jusqu'à 30 et quelques. Sauf que quand ils ont commencé, ça était fini rapidement parce que Tomayo d'abord était malade et deuxièmement c'était 28, hein? La crise. Donc il y a eu des problèmes. Ça continue en bas, en 32-33, ils ont fait un rapport, donc les jeunes professeurs à l'époque, ils ont fait le rapport Mlindon parce que Tomayo ne pouvait pas les aider. Il a fait une introduction, mais il ne pouvait pas les aider parce qu'il avait des problèmes pulmonaires. Et ils ont fait un rapport. On dit que le rapport, on dit les références d'Yalou, si vous voulez, je vous l'envoie en anglais. Et dans le rapport, il y avait des annexes dans lesquelles il disait voilà les entretiens que nous avons faits, à l'entretien, et quels sont les principes de l'entretien, comment est-ce qu'il fallait le faire. Et ce que nous sommes en train de faire, ça s'appelle coaching. Coaching. Et l'entretien devrait être non directif. Et comment, etc., jusqu'au bout. Donc, c'était de 28 à début des années 30. Ça a été repris, l'article, les idées, par, juste avant la mort d'Elton Mayo, qui est mort en 1944, juste quelques mois avant, il a sorti un bouquin où il a parlé de ce rapport et de l'époque quand ils ont lancé le travail. Ces idées-là, Elton Mayo, on a discuté également avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Michael Polanyi. Vous connaissez Polanyi? Polanyi, bon. À distinguer bien comme il faut de Michael Corleone, on est d'accord? Corleone, P-O-L-A-N-Y-I. C'est un polymathe. Vous savez ce que c'est qu'un polymathe? Non. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, beaucoup de doctorats, beaucoup d'études.
Voilà, alors c'était un scientifique, c'était un médecin, un biologiste, un chimiste, un physicien. C'était une tête assez particulière, il a enseigné dans les universités, et puis il a côtoyé les scientifiques, et à un moment donné il s'est posé des questions. Au Galban, j'abandonne tout ça, je deviens philosophe et je deviens spécialiste de l'épistémologie. Après le Vista à 45 ans, et puis voilà, il a fait des trucs. Et c'est lui le papa de la connaissance tacite. Si vous avez entendu parler de Tanaka, le japonais, alors Vincent Léna, mais pas pour le motif dont je parle. Alors donc voilà, il y a une histoire, mais malheureusement, ce genre de choses ne ressortent pas, parce que quel est le principe? Et il faut, ce qu'on a découvert, c'est que le coaching a connu une évolution spontanée. Non, il a évolué. Il a évolué, et, bon, il y avait que ça, bon, il y avait aussi l'existentialisme, il y avait la phénoménologie qui a donné par la suite ce qu'on appelle l'écoute phénoménologique. Bon, mais il y a eu toute une évolution, on reparlera tout à l'heure, pas de problème. Donc, observation de contradiction et rupture ou pas encore? Alors oui, alors il y a eu rupture. À un moment donné, j'étais désespéré. J'essayais de trouver une logique à tout cela. Déjà sur le plan de l'histoire des idées en relation avec le coaching. J'essayais, شافر عقلتي منين كنا دائما في الدار عندي كنا نديروا درت ديك الورقه فيها 2 كيلومتر كنت هزيتيها ديتيها tu te rappelles. Donc il y avait des flèches, etc., etc. Si vous voulez avoir une visualisation, c'est comme les tableaux qu'on voit dans les séries où on traque le criminel. La fresque. Avec des punaises et tout ça. Les fresques. Ouais. Donc, ça a duré longtemps, là, on mangeait, j'étais tout le temps le mur à la maison. Et à un moment donné, j'ai pas réussi à faire le changement. Qualitativement, j'ai pas réussi. J'ai pas eu le courage, disons la prise de conscience de savoir quoi faire. J'avais un problème. J'ai un problème, je sais quels sont les éléments, mais la formule, je ne l'ai pas trouvée. Ça m'a tellement désespéré, près de fille. On a continué, puis à un moment donné, j'ai eu un problème familial, et j'ai eu une petite dépression. Et là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de tout arrêter. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Même le dictionnaire que je préparais, celui qui... Mais immédiatement après, juste avant le Covid, il y a eu... non, à le Covid, avec mes relations, il y a eu encore des contacts, j'ai relancé, ils m'ont relancé, on a continué nos réflexions. Et puis je me suis dit, tiens, je connaissais les gens, mais je ne connaissais pas exactement leur philosophie. Je me suis rendu compte qu'on se posait les mêmes questions. Sauf que eux ont trouvé la réponse. Le fil conducteur, ils l'ont trouvé. Surtout il a trouvé le fil conducteur que moi, je n'avais pas trouvé. Moi, je le mettais à côté d'une juxtaposition d'idées. Bon, ok, mais quel est le lien? Comment ça se construit? Et ils ont trouvé ça. Et je continue une longue conversation et travaux. Conséquence de la rupture, j'ai pris le dictionnaire qui était pour moi un dictionnaire de coach bis. Il fallait faire rétropédaler, remettre tout en question, reprendre tout dans une nouvelle optique. Et c'est là la dernière étape, c'est la 3e étape dans laquelle je suis actuellement. Alors, quels sont, je crois... Merci, ça nous permet... Je le manipule de temps en temps. Voyons. Vous êtes rendu compte, hein? Et j'en suis très heureux et même complice. Nous savons tous, par notre pratique de vie, pas seulement de coach, que
quand on croit manipuler l'autre, l'autre nous manipule et que la manipulation est toujours en double sens. Et c'est une très belle manipulation, mon cher ami. Et donc, nous en sommes aux sciences humaines et sociales, au service des métiers d'accompagnement. Le titre a changé, oui. Le titre déjà a changé. Je propose qu'on ouvre le vase pour le moment, pour que les amis y versent ce qu'ils veulent, pour que nous continuions à débattre sur l'introduit. Ça te va? Oui, mais vous Alors, allez-y, ça m'est égal. Versez vos questions, vos réflexions, vos étonnements, vos enregistrements, vos négations. Allez-y. Je pense que S'il nous y a avons quelque une chose matière que je ne connais pas, suffisamment je vous le riche. dirai en face. Nous sommes Clair, dans- net. Nous avons un matériau extraordinairement riche. Profitons-en.